Les voleurs. Anton Tchekhov. L'infirmier Yergounov, homme léger, réputé dans le district comme grand fanfaron et ivrogne, revenait un des samedis de l'Avent de la petite bourgade de Répino, où il était allé faire des emplettes pour l'hôpital. Pour qu'il ne s'attardât pas, le docteur lui avait prêté son meilleur cheval. Le temps, tout d'abord, avait été passable, mais, vers 8 heures, s'éleva une forte tempête de neige, en sorte que 7 verstes environ, avant d'arriver, l'infirmier perdit entièrement son chemin. Il ne savait pas conduire, ne connaissait pas la route et allait au hasard, droit devant lui, espérant que le cheval se retrouverait. 2 heures passèrent ainsi. Le cheval était fourbu, Yergounov glacé, et il lui semblait qu'il ne revenait pas à l'hôpital, mais retournait à Répino. Or, voilà qu'à travers le mugissement de la tempête, un sourd aboiement de chien retentit, et une tache rouge et confuse apparut. Une haute porte cochère et une longue palissade garnie de clous se dessinèrent peu à peu. Puis, par-dessus la palissade, se dressa la grue oblique d'un puits. Le vent chassa la buée neigeuse, et là où se trouvait la tache rouge, surgit une petite maison basse, couverte d'un haut toit de roseaux. Des 3 fenêtres, l'une voilée d'un lambeau d'étoffe rouge, étaient éclairées. Quelle était cette maison? L'infirmier se souvint qu'à droite de la route, à la 7e ou à la 8e verste au-delà de l'hôpital, se trouvait le relais d'Andreï Tchirikov. Il se souvint aussi que ce Tchirikov, tué récemment par les cochers du relais, avait laissé une vieille et sa fille, Lyubka, qui était venue 2 ans auparavant se faire soigner à l'hôpital. Le relais avait mauvais renom, et il n'était pas sans danger d'y arriver tard le soir, surtout avec un cheval emprunté. Mais que faire? L'infirmier tâta son revolver dans son étui, toussa d'une toux mâle et frappa du manche de son fouet le cadre de la fenêtre. « Hé, y a-t-il quelqu'un ici » cria-t-il. « Vieille bonne femme du bon Dieu, laisse-moi entrer me réchauffer. » Un chien noir, dans un aboiement rauque, se jeta en boule sous les pieds du cheval, puis un chien blanc, puis un autre chien noir, et ainsi une dizaine de chiens au moins. L'infirmier avisa le plus grand, brandit son fouet et frappa de toute sa force. Un petit chien, haut sur pattes, levant son museau pointu, se mit à hurler d'une voix grêle et perçante. L'infirmier demeura longtemps à frapper à la fenêtre, et voilà qu'auprès de la maison, derrière la palissade, le givre des arbres s'éclaira. La porte cochère grinça, et une femme empaquetée contre le froid apparut, une lanterne à la main. « Laisse-moi entrer me réchauffer, l'aïeul, » dit l'infirmier. « Je rentrais à l'hôpital et me suis égaré. Il fait un temps que Dieu en préserve. Ne crains rien, l'aïeul, nous sommes des vôtres. » « Tous les nôtres sont à la maison, » répondit durement la femme, « et nous n'appelons pas d'étrangers. Et pourquoi frapper pour rien? Le portail n'est pas fermé. » L'infirmier, pénétrant dans la cour, s'arrêta près de l'auvent de la porte. « Dis à ton garçon, l'aïeul, de rentrer mon cheval. »« Je ne suis pas l'aïeul. » Et en effet, ce n'était pas la vieille. Quand elle souffla la lanterne, la figure de la femme fut éclairée. L'infirmier vit des sourcils noirs et reconnut Lyubka. « Quel garçon y a-t-il à cette heure » fit-elle en entrant dans la maison. Les uns sont soûls et dorment, les autres, dès le matin, sont partis pour Répino. C'est temps de fête. En attachant son cheval sous l'auvent, Yergounov entendit un hennissement et distingua dans l'ombre un autre cheval. Il sentit sur lui, au toucher, une selle cosaque, preuve que, en dehors des patrons, il y avait quelqu'un au relais. L'infirmier, à tout hasard, décela son cheval et mit dans la maison ses achats et sa selle. La pièce dans laquelle il entra était vaste, très chauffée et sentait le parquet fraîchement lavé. Sous les images était attablé un moudjik d'une 40aine d'années, de petite taille, maigre, la barbiche blonde, avec une chemise bleu foncé. C'était un filou connu, Kalachnikov, voleur de chevaux fiefés, dont le père et l'oncle tenaient auberge à Bogoliovka, et vendaient où que ce fût des chevaux volés. Kalachnikov était venu maintes fois à l'hôpital, non pas pour se faire soigner, mais pour parler de chevaux au docteur, savoir s'il n'en avait pas à vendre, ou si sa noblesse, monsieur le docteur, ne voulait pas échanger sa jument grise contre un cheval bai. Pommadé, un anneau en argent brillant à son oreille, il avait on ne sait quel air de fête. Les sourcils froncés, la lèvre inférieure pendante, il regardait attentivement un grand livre illustré, Desreliers. Étendu par terre, près du poêle, se trouvait un autre moudjik, la figure, les épaules et la poitrine recouvertes d'une demi-pelisse en peau de mouton. Il devait dormir. Près de ses bottes neuves, aux talons à fer luisants, 2 flaques de neige fondue formaient des taches sombres. Apercevant l'infirmier, Kalachnikov le salua. « Oui, il en fait un temps, » dit Yergounov, frottant de ses mains ses genoux glacés. « La neige s'est amassée sous mon col. Je suis trempé comme du linge que l'on tord, et il me semble aussi que mon revolver... » Il le sortit, l'examina sous toutes les faces et le remit dans son étui, mais le revolver ne produisit aucune impression. L'homme continua de regarder le livre. « Oui, en voilà un temps.
J'ai perdu ma route, et sans les chiens d'ici, ça pouvait être la mort. Ça en aurait été une histoire. Où sont donc les patronnes? La vieille est allée à Répinot, et sa fille prépare à souper, répondit Kalachnikov. Il se fit un silence. Tremblant et gémissant, l'infirmier soufflait dans ses mains, se recroquevillait et faisait semblant d'être tout à fait gelé et de souffrir. On entendait dans la cour les chiens hurler sans interruption, et cela devint ennuyeux. « Toi aussi, demanda rudement l'infirmier au moudjik, tu es bien de Bogolyovka ?»« Oui, de Bogolyovka. » Et par oisiveté, l'infirmier se mit à penser à ce grand village situé dans une cuvette profonde. Quand on passe par une nuit de lune sur la grande route et que l'on regarde le fond du ravin, puis le ciel, il semble que la lune est suspendue au-dessus d'un précipice sans fond, et que c'est ici le bout du monde. La route qui y descend est raide, sinueuse, si étroite que lorsqu'on se rend à Bogolyovka, pour des épidémies ou pour la vaccination, il faut crier à tue-tête ou siffler tout le temps parce que si l'on rencontre un chariot, on ne peut plus passer. Les paysans de Bogolyovka sont connus comme bons jardiniers et voleurs de chevaux. Les vergers sont riches. Au printemps, le village est noyé dans les fleurs de cerisier. Et en été, on y vend des cerises 3 kopecks le seau. Payez 3 kopecks et cueillez. Les paysannes y sont belles et grasses. Elles aiment à se parer et ne font rien, même les jours ouvriers. Elles restent assises sur les remblais et s'entrecherchent les poux. Des pas retentirent. Lyubka, jeune fille de 20 ans, vêtue d'une robe rouge, pieds nus, entra. Elle regarda de biais l'infirmier et traversa 2 fois la chambre de part en part. Elle ne marchait pas simplement, mais à tout petits pas menus, bombant la poitrine. Il était manifeste qu'il lui plaisait de marcher nu-pieds sur le plancher frais lavé, et qu'elle s'était déchaussée exprès. Kalachnikov sourit à on ne sait quoi, et lui fit signe du doigt. Quand elle se fut approchée, il lui montra dans le livre le prophète Élie qui, conduisant 3 chevaux, s'élançait dans le ciel. Lyubka s'accouda sur la table. Sa natte glissa de son épaule, une longue natte rousse nouée au bout par un ruban rouge, et touchant presque à terre. Et elle sourit elle aussi. « Belle, étonnante image, dit Kalachnikov. Et il fit comme s'il voulait prendre les rênes à la place d'Élie. Le vent ronflait dans le poêle. Quelque chose se mit à rugir et il se produisit une sorte de piaulement, comme si un grand chien étouffait un rat. « Hein » dit Lyubka. « Les diables s'en donnent !»« C'est le vent, » fit Kalachnikov. Après un peu de silence, il leva les yeux vers l'infirmier et lui demanda. « À votre idée, Ossip Vassilitch, à l'idée des savants, y a-t-il en ce monde des diables ou n'y en a-t-il pas ?»« Comment te dire, frère ?» répondit l'infirmier, haussant une épaule. « À raisonner d'après la science, il n'y en a certainement pas, car c'est un préjugé. Mais, à raisonner simplement, comme nous le faisons toi et moi à cette heure, des diables, il y en a, pour dire le mot. J'ai enduré beaucoup de choses dans ma vie. Après mes études, je fus nommé infirmier dans un régiment de dragons. Naturellement, j'ai été à la guerre. J'ai eu une médaille à l'insigne de la Croix-Rouge. Après la paix de San Stefano, je suis revenu en Russie et suis entré aux Zemstvo. Et en raison d'une aussi grande variation de ma vie, je peux dire que j'ai vu autant de choses qu'un autre en peut voir en rêve. Il m'est également arrivé de voir des diables. C'est-à-dire, pas tout à fait des diables avec des cornes et la queue. Ça, c'est une bêtise. Mais à proprement parler, des sortes de diables. « Où ça ?» demanda Kalachnikov. « En divers endroits. Pas besoin d'aller bien loin. L'année dernière, il ne faut pas parler de ça la nuit. C'est presque tout à fait ici que j'en ai rencontré un. J'allais, je m'en souviens, vacciner à Golichino. Naturellement, j'avais comme d'habitude une voiture légère, un cheval, bien entendu, et tous les harnais nécessaires. Outre cela, j'avais sur moi ma montre et divers objets, en sorte que je me méfiais un peu, car il pouvait m'arriver quelque chose. Manque-t-il de rôdeurs de tout genre ? J'arrive près de la combe de Zmeïnoé. Qu'elle soit maudite, je commence à y descendre et tout à coup, quelqu'un surgit. Cheveux noirs, yeux noirs, toute la figure comme couverte de fumée. Il s'approche du cheval, le prend droit à la bride, sur la gauche, et crie « Arrête !» Il examine le cheval, puis moi, puis il lâche la guide et me demande à brûle-pourpoint « Où vas-tu » Et il me montre ses dents découvertes, ses yeux méchants. « Ah !» pensai-je, « quel bouffon tu fais !»« Je vais, lui dis-je, vacciner. Est-ce que ça te regarde ?» Alors il dit « Eh bien, s'il en est ainsi, vaccine-moi, moi aussi. » Il découvre un de ses bras et me le fourre sous le nez. Je ne discutais certainement pas avec lui, je le vaccinais pour m'en défaire, et, lorsqu'ensuite je regardai ma lancette, je vis qu'elle était rouillée. Le moudjik qui dormait près du poêle se remua, rejeta son manteau de peau de mouton, et l'infirmier, à sa grande surprise, vit l'inconnu qu'il avait rencontré en temps dans la descente de Zmeïnoé. Les cheveux, la barbe et les yeux de ce moudjik étaient noirs comme la suie.
son visage basané, et, de plus, il avait sur la joue droite une tache noire, grosse comme une lentille. Il regarda railleusement l'infirmier et dit « J'ai pris, c'est vrai, ta guide gauche, mais pour le vaccin, tu inventes, monseigneur. Nous n'avons pas même parlé de vaccin ensemble. » L'infirmier se troubla. « Je ne parle pas de toi, lui dit-il. Si tu es couché, reste couché. » L'homme au teint brun n'était jamais venu à l'hôpital, et l'infirmier ne savait pas qui il était et d'où il venait. En le regardant maintenant, il décida que c'était un tzigane. Le moudjik se leva, s'étira et, bâillant bruyamment, s'approcha de Liubka et de Kalachnikov. Il s'assit auprès d'eux et se mit à regarder lui aussi le livre. Un attendrissement et de l'envie se peignirent sur sa face ensommeillée. « Tiens, Mérik, lui dit Liubka, si tu me trouves des chevaux pareils, j'irai au ciel. »« Les pêcheurs n'y peuvent aller, » dit Kalachnikov. « On y va lorsqu'on est un saint. » Après cela, Liubka mit le couvert, apporta un gros morceau de lard, des concombres salés, une assiette de viande bouillie coupée en petits morceaux, puis un poêlon sur lequel grésillait du saucisson au chou. Un carafon taillé apparut aussi sur la table, contenant de la vodka qui répandit dans toute la chambre, lorsqu'on en versa un verre, une odeur d'écorce d'orange. L'infirmier était vexé que Kalachnikov et Mérik causassent entre eux sans faire la moindre attention à lui, comme s'il n'eût pas été là. Il aurait voulu parler avec eux, se vanter, boire, manger, et s'il se pouvait, badiner un peu avec Liubka, qui, 5 ou 6 fois pendant le souper, s'était assise à côté de lui, le frôlant comme par mégarde, de ses belles épaules et passant ses mains sur ses larges hanches. C'était une fille solide, rieuse, frétillante, ne tenant pas en place. Tantôt elle se levait, tantôt s'asseyait, et, assise, tournait avec pétulance sa poitrine ou son dos vers son voisin, le touchant tantôt du coude et tantôt du genou. Il déplaisait aussi à l'infirmier que les moudjiks n'eussent bu qu'un verre et se fussent arrêtés. Il était comme gêné de boire tout seul, mais il n'y put tenir et but un second verre, puis un troisième, et il mangea tout le saucisson. Pour que les moudjiks ne le missent pas à l'écart et l'acceptassent en leur compagnie, il décida de les flatter. « Il y a de fiers gars chez vous à Bogoliovka, » dit-il en se secouant la tête. « Fiers ? Pourquoi ça ?» demanda Kalachnikov. « Mais, par exemple, pour prendre les chevaux, ils sont adroits à voler. » « Ah, tu en as trouvé d'adroits? Ce ne sont que des ivrognes et des voleurs. » « Il fut un temps où il y en avait d'adroits, » dit Mérik après un peu de silence. « Mais ce temps-là est passé. Peut-être leur reste-t-il le vieux Filia. Et encore, il est aveugle. »« Oui, il n'y a plus que Filia, » soupira Kalachnikov. « Mais il a aujourd'hui près de 70 ans. Les colons allemands lui ont arraché un œil, et de l'autre, il voit mal. Il a une taie. Jadis, dès que le commissaire rural le voyait, il lui criait « Hé, Chamil !» et tous les moudjiks l'appelaient Chamil. Mais à présent, il n'y a plus d'autre surnom que Filia le Borgne. Ah, quel homme c'était! Avec feu Andrei Grigoritch, le père de Liuba, il se faufila une nuit à Rojnovo, où bivouaquaient à ce moment-là des régiments de cavalerie. Et tous deux amenèrent 9 chevaux de soldats, les meilleurs, sans avoir peur des sentinelles. Et le matin, ils vendirent au tzigane Afonka les 9 chevaux pour 20 roubles. Je te jure, les gens d'aujourd'hui essaient d'emmener le cheval d'un ivrogne ou d'un homme endormi, et sans craindre Dieu. Ils enlèvent aussi les bottes du poivreau et se sauvent à 200 verstes avec le cheval. Et ensuite, à la foire, ils marchandent encore, marchandent comme un juif, jusqu'à ce que le commissaire les cueille, les imbéciles. Ce n'est pas un amusement, mais une vraie honte, un populo de rien, et il n'y a pas à dire. « Et Mérik ?» demanda Liubka. « Mérik n'est pas de chez nous, » dit Kalachnikov. « Il est du gouvernement de Kharkov, de Mijiritch, mais il est adroit, c'est vrai, il n'y a pas à redire, c'est un brave homme. » Liubka regarda Mérik d'un air malin et gai, et dit « Oui, ce n'est pas pour rien que les bonnes gens l'ont baigné dans le trou. »« Comment ça ?» demanda l'infirmier. « Tu vas voir, » dit Mérik en souriant. Filia avait tiré 3 chevaux des fermiers de Samoïlovka, et ils ont eu le soupçon que c'était moi. Il y en a toute une dizaine de fermiers à Samoïlovka. Avec les ouvriers, ça fait une 30aine d'hommes, tous buveurs de lait. Et voilà que l'un d'eux me dit à la foire « Viens voir, Mérik, nous avons acheté de nouveaux chevaux. Cela m'intéresse, parbleu. Je me rends chez eux, et à eux 30, tous réunis, ils me lient les bras derrière le dos et m'amènent vers la rivière. Nous allons, me dirent-ils, te montrer les chevaux. » Il y avait déjà un trou dans la glace. Ils en firent un autre à côté, à un peu plus d'une toise au-delà. Puis, ils prirent une corde, me la passèrent en nœud coulant sous les aisselles, ils attachèrent à l'autre bout un bois courbé qui fut passé d'un trou à l'autre. Ils engagèrent alors le bois dans le trou et tirèrent. Et moi, tel que j'étais, en bottes et pelisse, j'enfonçai dans le trou. Et eux, tout autour, me poussant, les uns avec le pied, les autres avec un pieu, me firent passer sous la glace et sortir par l'autre trou. Liubka eut un frisson et se recroquevilla toute. D'abord, l'eau glacée me brûla.
continua Méric. Mais lorsqu'on me tira dehors, il n'y avait pas moyen d'y tenir. Je me couchais sur la neige et les Molokanes m'entourant me tapaient à coups de bâton sur les genoux et les coudes. Ça me faisait un mal du diable. Après m'avoir battu, eux s'en allèrent. Tout gelait sur moi. Mes habits se raidissaient. Je me levais n'en pouvant plus. Grâce soit rendue à une paysanne qui passait et qui me ramena. Entre-temps, l'infirmier avait bu 5 ou 6 verres. Il recommençait à faire jour dans son âme, et il voulait, à son tour, raconter quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux, pour montrer que lui aussi était brave et ne craignait rien. Et voilà comment chez nous, au gouvernement de Penza, commença-t-il, parce qu'il avait beaucoup bu et y voyait un peu trouble, ou peut-être parce qu'il l'avait pris 2 fois à mentir, les moudjiks ne lui prêtèrent aucune attention et cessèrent même de répondre à ses questions. Bien plus, ne se gênant plus en sa présence, ils se laissèrent aller à de telles sincérités qu'ils s'en effaraient et en avaient froid dans le dos. C'était signe qu'ils ne faisaient de lui aucun cas. Les manières de Kalachnikov étaient celles d'un homme sérieux et raisonnable. Il parlait d'une façon circonstanciée, faisant chaque fois qu'il bâillait de petits signes de croix devant sa bouche, en sorte que personne n'aurait pu supposer que c'était là un voleur endurci, qui dépouillait les malheureux, avait été 2 fois en prison et pour lequel la communauté paysanne avait déjà signé un ordre d'envoi en Sibérie. Mais son père et son oncle, tous 2 voleurs et vauriens comme lui, avaient payé son rachat. Méric, au contraire, se tenait en bravache. Il voyait que Lyubka et Kalachnikov l'admiraient, et se considérant comme un gaillard, se mettait les poings sur les hanches, bombait la poitrine ou s'étirait en faisant craquer le banc. Après avoir fini de manger, Kalachnikov pria, de sa place, devant l'image, et serra la main à Méric. Celui-ci pria aussi et serra la main à Kalachnikov. Lyubka enleva le couvert et plaça sur la table des pains d'épices à la menthe, des noisettes grillées, des graines de citrouille, et elle servait 2 bouteilles de vin doux. « La paix éternelle, le royaume des cieux à Andreï Grigoritch » dit Kalachnikov, trinquant avec Méric. « De son vivant, nous nous réunissions parfois ici, ou chez mon frère Martin. Et mon Dieu, quels gens, quelle conversation, de remarquables conversations. Il y avait Martin Filia et Stoukotei Fiodor. Tout se passait bien, décemment, et comme on s'amusait, que c'était gai, plaisant. » Lyubka sortit et revint peu après, ayant mis un fichu vert et un collier de grosses perles. « Méric, dit-elle, regarde ce que Kalachnikov m'a apporté aujourd'hui. » Elle se contempla au miroir, secouant plusieurs fois la tête pour faire teinter les perles. Puis elle ouvrit son coffre et en tira d'abord une robe d'indienne à pois rouges et bleus, puis une autre toute rouge avec des volants qui bruissaient et friselaient comme du papier, puis un fichu bleu à reflets d'arc-en-ciel tout neuf, et elle montrait tout cela en riant et en battant des mains comme étourdie de posséder de si beaux trésors. Kalachnikov ayant accordé une balalaïka, se mit à en jouer. L'infirmier ne pouvait pas discerner s'il jouait une chanson gaie ou triste, parce qu'il se sentait tantôt extrêmement triste, à en vouloir pleurer, et tantôt gai. Méric, bondissant tout à coup, se mit à battre des talons sur la même place, puis, écartant les bras, il se rendit toujours sur les talons, de la table au poêle et du poêle au coffre, puis, soudain se sentant comme piqué par quelque chose, il fit sonner en l'air les fers de ses bottes, et se mit à croupeton à étendre et à ramener les jambes. Lyubka, élevant en l'air les 2 bras, poussa un cri aigu et se mit à danser en le suivant. D'abord elle marchait de biais, l'air perfide, comme si elle voulait s'approcher furtivement de quelqu'un et le frapper dans le dos, et elle se mit sur place à battre de ses talons nus, comme faisait Méric avec ses bottes. Puis elle commença à tourner comme une toupie en s'accroupissant, et autour d'elle, sa robe rouge formait la cloche. Méric, la regardant d'un air méchant, et les dents découvertes, s'élança vers elle à croupeton, comme s'il voulait l'écraser de ses terribles pieds, mais elle se redressa, rejeta la tête en arrière, agitant les bras comme un grand oiseau ses ailes, et, effleurant à peine le plancher, elle s'élança à travers la chambre. « Ah !» pensa l'infirmier s'asseyant sur le coffre et regardant la danse. « Quel feu cette fille ! Quelle ardeur ! Lui donner tout ce que l'on possède ne serait guère encore. » Et il regrettait d'être infirmier et non un simple moudjik. Pourquoi avait-il un veston et une chaîne de montre à petite clé dorée, et non une chemise bleue à ceinture de corde? Il aurait pu alors chanter, danser, boire hardiment, et enlacer Lyubka des 2 bras, comme le faisait Méric. Les brusques coups de talon, les cris aigus faisaient tressauter la vaisselle dans l'armoire et vaciller la flamme de la bougie. Le fil du collier de Lyubka se rompit et les perles roulèrent de tous côtés sur le plancher. Le fichu vert glissa de sa tête, et au lieu de la fille, on ne vit voltiger qu'un nuage rouge et briller ses yeux noirs. Quant à Méric, il semblait que ses jambes et ses bras fussent prêts à se détacher. Mais Méric frappa des pieds une dernière fois et s'arrêta comme cloué sur place. Exténué, respirant à peine, Lyubka s'inclina contre sa poitrine et se serra à lui comme à un poteau. Lui, l'enlaçant et la regardant dans les yeux, lui dit tendrement et d'un ton de caresse, comme s'il plaisantait. « Je saurai tout à l'heure où ta vieille a caché son argent. »
et je la tuerai, et je couperai ton petit cou avec un petit couteau, et ensuite je mettrai le feu au relais. On croira que vous avez péri dans le feu, et moi, avec votre argent, j'irai au Kuban, j'y conduirai des troupeaux de chevaux et aurai des moutons. » Liubka, sans répondre, le regarda d'un air timide et demanda « Mérik, et au Kuban, on est bien ?» Il ne répondit pas, alla s'asseoir sur le coffre et se mit à songer. Il pensait sans doute au Kuban. « Il est tout de même temps de partir, » fit Kalachnikov en se levant. « Filia doit attendre. Adieu, Liubka. » L'infirmier sortit dans la cour pour veiller à ce que Kalachnikov ne partît pas sur son cheval. La tempête continuait. Des nuages blancs glissaient dans la cour, accrochant de leurs longues traînes les hautes herbes et les buissons, et par-delà la palissade, dans les champs, des géants enveloppés de linceul blanc à larges manches tournaient, tombaient et se relevaient pour agiter les bras et se battre. Et le vent, quel vent! Les bouleaux et les cerisiers sans feuilles subissant ces rudes étreintes se courbaient vers la terre et semblaient dire en pleurant « Mon Dieu, pour quelle faute nous as-tu liés au sol et ne nous laisses-tu pas en liberté ?»« Oh !» dit rudement Kalachnikov, montant sur son cheval. L'un des battants de la porte cochère était ouvert et un gros tas de neige s'était amoncelé auprès. « Alors, on part » cria-t-il. Son petit cheval à courtes pattes partit, s'enfonçant jusqu'au ventre dans le tas de neige. Kalachnikov, blanchi par la neige, disparut bientôt avec son cheval, derrière la porte cochère. Quand l'infirmier rentra, Liubka, rampant à terre, ramassait ses perles. Mérik n'était plus là. « Belle fille !» pensait l'infirmier, s'étendant sur le banc et mettant sa pelisse sous sa tête. « Ah, si Mérik n'était pas là !» Liubka l'allumait, accroupi par terre près du banc, et il pensait que si Mérik n'était pas là, il se lèverait absolument, la saisirait, et l'on verrait ce qui se produirait. C'était encore une jeune fille, il est vrai, mais sans doute pas honnête, et si même elle l'était, qui avait-il à se gêner en un repère de brigands? Liubka, ayant ramassé ses perles, sortit. La bougie finissait et la flamme atteignait déjà le palier du bougeoir qui la fixait. L'infirmier plaça près de lui son revolver et ses allumettes, et souffla le luminaire. La veilleuse, devant l'image, vacillait si fort que cela en faisait mal aux yeux. Ses reflets dansaient au plafond, sur le parquet et sur l'armoire. Au milieu de ces reflets, Yergounov croyait voir Liubka, forte, avec sa belle gorge, tournée comme une toupie, ou bien, exténuée par la danse, soufflée péniblement. Ah, si les diables emportaient ce Mérik! La veilleuse vacilla une dernière fois, grésilla et s'éteignit. Quelqu'un, apparemment Mérik, entra et s'assit sur le banc. Il tira sur sa pipe et un instant, une joue brune à taches noires s'éclaira. La dégoûtante fumée du tabac gratta l'infirmier à la gorge. « Que tu as du mauvais tabac, fit-il, qu'il soit maudit, ça donne envie de vomir. »« Je mêle à mon tabac des fleurs d'avoine, répondit Mérik au bout d'un instant. C'est meilleur pour les poumons. Il fuma, cracha et ressortit. Une demi-heure passa et soudain de la lumière brilla dans le couloir. Mérik apparut en demi-pelisse, coiffé de son bonnet, puis Liubka avec une bougie. « Reste, Mérik !» supplia Liubka. « Non, Liubka, ne me retiens pas. »« Écoute-moi, Mérik, » dit Liubka, et sa voix devint tendre et douce. « Je sais que tu trouveras l'argent de ma mère, et que tu la tueras, et moi aussi, et que tu iras au Kuban aimer d'autres filles. Mais que Dieu t'accompagne. Je ne te demande qu'une chose, mon cœur, reste !»« Non, dit Mérik, attachant sa ceinture, je veux m'amuser. »« Mais tu n'as rien pour aller t'amuser. Tu es arrivé à pied. Comment t'en iras-tu » Mérik se pencha vers Liubka et lui souffla quelque chose à l'oreille. Elle regarda la porte et se mit à rire à travers ses larmes. « Il dort, dit-elle, le Satan bouffi. » Mérik l'enlaça, l'embrassa fortement et sortit. L'infirmier, mettant son revolver dans sa poche, se leva vite et le suivit en courant. « Laisse-moi passer !» dit-il à Liubka qui, fermant rapidement au verrou la porte du couloir, s'arrêta sur le seuil. « Laisse-moi passer !»« Qu'as-tu à faire là-bas ?»« Voir mon cheval. » Liubka le regarda astucieusement et tendrement de bas en haut. « Qu'as-tu à le voir ?» dit-elle. « Regarde-moi. » Puis elle se pencha pour toucher du doigt la petite clé dorée de sa chaîne de montre. « Laisse-moi passer !» dit l'infirmier. « Il va partir sur mon cheval. Laisse-moi passer, diablesse !» cria-t-il. Et, la frappant avec colère à l'épaule, il pesa de toute sa poitrine contre elle pour l'écarter de la porte. Mais, accrochée au verrou, elle était comme de fer. « Laisse-moi passer !» cria-t-il exténué. « Il va partir, te dis-je. Où irait-il? Il ne se sauvera pas. » Haletante, frottant son épaule qui lui faisait mal, elle le regarda à nouveau de bas en haut, rougit et dit « Ne pars pas, mon cœur. Seul, je m'ennuie. » L'infirmier, la regardant dans les yeux, réfléchit et l'entoura de ses bras. Elle ne fit pas de résistance. « Allons, lui demanda-t-il, ne plaisante pas, laisse-moi. » Elle se tut. « Je viens de t'entendre dire à Mérik que tu l'aimais. Qu'est-ce que ça prouve? Ma pensée sait qui j'aime. » Elle toucha à nouveau la clé de sa montre et dit doucement « Donne-moi ça. » Yergounov détacha la clé et la lui donna.
Soudain, elle allongea le cou, prête à l'oreille, prit un air sérieux, et son regard parut froid et rusé. L'infirmier, se souvenant du cheval, écarta aisément Liubka et s'élança dans la cour. Sous l'auvent, un porc assoupi grouinait de façon indolente et régulière, et une vache cognait de sa corne. L'infirmier fit partir une allumette et vit le porc, la vache et les chiens, qui de tous côtés se précipitèrent sur la lumière. Mais toute trace de cheval avait disparu. Criant et menaçant les chiens de ses bras, butant contre les tas de neige et y enfonçant, Yergounov courut dehors et se mit à scruter l'obscurité. Il forçait ses yeux, mais ne voyait que la neige tomber, et les flocons formaient nettement différentes figures. Tantôt surgissait des ténèbres le masque souriant et blanc d'un mort, tantôt passait au galop un coursier blanc avec une amazone en robe de mousseline, tantôt volait au-dessus de la tête une blanche bande de cygnes. Tremblant de colère et de froid, ne sachant que faire, l'infirmier tira avec son revolver sur les chiens, mais il n'en atteignit aucun, et rentra précipitamment dans la maison. Lorsqu'il fut dans le couloir, il entendit distinctement quelqu'un se faufiler hors de la chambre et claquer la porte. Dans la chambre, il faisait noir. Yergounov poussa la porte, et elle était fermée. Alors, brûlant allumette sur allumette, il revint vite dans le couloir. De là, dans la cuisine. De la cuisine, dans une petite pièce où tous les murs avaient été couverts de jupes et de robes, où flottait une odeur de bleuets desséchés et de fenouil, et où, près du four, se trouvait un lit, chargé d'une montagne d'oreillers. C'est apparemment là qu'habitait la vieille mère de Liubka. Il passa ensuite dans une autre petite chambre où se trouvait la fille, étendue sur un coffre, couverte d'une courte pointe bigarrée, composée de petits morceaux d'indienne. Elle faisait semblant de dormir. À son chevet brûlait une petite lampe d'icône. « Où est mon cheval ?» demanda rudement l'infirmier. Liubka ne bougea pas. « Où est mon cheval, je te le demande ?» répéta-t-il encore plus rudement, arrachant de sur elle la courte pointe. « Je te le demande, diablesse !» Elle sursauta, se mit à genoux, et d'une main retenant sa chemise, tandis que de l'autre elle tâchait d'attraper la courte pointe, elle se colla au mur. Elle regardait Yergounov avec dégoût et effroi, et ses yeux, comme ceux d'un animal pris, suivaient sournoisement ses moindres mouvements. « Dis-moi où est le cheval !» cria l'infirmier, « sans quoi je te fais rendre l'âme !»« Arrière, maudit !» dit-elle d'une voix rauque. L'infirmier la saisit près du cou par sa chemise, et tira. Mais en même temps, il ne put pas y résister, et pressa de toutes ses forces le corps de la jeune fille. Sifflant de rage, elle glissa hors de son étreinte, et, dégageant un bras, l'autre était pris dans sa chemise déchirée, elle le frappa du poing sur le haut de sa tête. Un instant, la douleur le troubla, ses oreilles tintèrent, il recula un peu et reçut à ce moment-là un autre coup, cette fois à la tempe. Chancelant et se retenant au chambranle pour ne pas tomber, il se traîna dans la chambre où se trouvaient ses effets, et s'étendit sur le banc. Puis, étant resté un peu couché, il prit dans sa poche sa boîte d'allumettes et se mit, sans besoin, à les faire partir l'une après l'autre. Il en allumait une, la soufflait et la jetait sous la table. Et cela tant qu'il en resta une. Cependant, derrière la porte, l'air se mit à bleuir. Les coqs commencèrent à chanter, mais Yergounov avait toujours mal de tête. Il entendait un bruit comme s'il était assis sous un pont de chemin de fer et qu'un train passa au-dessus de lui. Il mit tant bien que mal sa pelisse et prit son bonnet. Mais il ne retrouva ni sa selle, ni le paquet de ses achats. Son étui de revolver était vide. Ce n'était pas pour rien que quelqu'un s'était enfui de la chambre, quand il rentrait. Prenant dans la cuisine le tisonnier pour se défendre contre les chiens, il ressortit dans la cour, laissant la porte ouverte. La tempête avait cessé, le calme était rétabli. Quand Yergounov eut passé la porte cochère, la plaine blanche semblait morte. Il n'y avait dans le ciel matinal aucun oiseau. Des deux côtés de la route, fuyant au loin, bleuissait un jeune bois. L'infirmier se mit à songer comment il allait être reçu à l'hôpital et ce que lui dirait le docteur. Il fallait absolument y penser et préparer les réponses. Mais ses idées se dispersaient et fuyaient. Il marchait et n'avait en tête que Liubka et les moudjiks, avec lesquels il avait passé la nuit. Il se souvenait que lorsque Liubka avait frappé la seconde fois et s'était baissé pour remonter sa couverture, ses cheveux dénoués avaient touché à terre. Dans son esprit, tout se brouillait, et il se demandait pourquoi il y a au monde des médecins, des infirmiers, des marchands, des scribes, des paysans, et non pas simplement des hommes libres. Les oiseaux, les animaux sont libres. Méric est libre. Ils ne craignent personne. Ils n'ont besoin de personne. Qui donc a inventé, a dit qu'il faut se lever le matin, manger à midi, se coucher le soir, qu'un médecin est supérieur à un infirmier, qu'il faut habiter une chambre et que l'on ne doit aimer que sa femme? Pourquoi ne serait-ce pas le contraire? Pourquoi ne mangerait-on pas la nuit et ne dormirait-on pas le jour? Ah, sauter sur un cheval, sans demander à qui il est, courir comme un diable, à en dépasser le vent, par les champs, les bois et les ravins, aimer les filles, se moquer de tout le monde. L'infirmier lança le tisonnier dans la neige, s'appuya le front au fût blanc et froid d'un bouleau, et médita.
et sa vie triste et monotone, ses gages, son assujettissement, la pharmacie, son perpétuel souci des ventouses et des mouches de Milan lui semblaient méprisables, écœurants. « Qui dit que c'est un péché de s'amuser ?» se demandait-il avec dépit. Ceux qui le disent n'ont jamais vécu libre comme Méric ou Kalachnikov. Ils n'ont pas aimé Liubka. Toute leur vie, ils ont gueusé, vécu sans aucun plaisir et n'ont aimé que leur femme. Pareil à des grenouilles. Et Yergounov pensait que s'il n'était pas encore devenu un voleur et un filou, ou même un bandit, c'est parce qu'il ne savait pas l'être, ou n'en avait pas encore trouvé l'occasion. 1 an et demi s'écoula. Un soir, au printemps, pendant la semaine sainte, l'infirmier depuis longtemps renvoyé de l'hôpital et sans place sortit très tard du cabaret de Répinot et se traîna dans la rue sans aucun but. Il entra dans les champs. Il flottait une odeur printanière, un souffle caressant et tiède. Un ciel étoilé et calme regardait la terre. Mon Dieu, que le ciel est profond, et comme il s'étend incommensurablement vaste sur le monde est bien fait. Mais pourquoi, pensait l'infirmier, et pour quelle raison les gens se divisent-ils en gens sobres et en ivrognes, en employés et en congédiés, etc. Pourquoi celui qui est sobre et repu dort-il tranquillement dans son lit, tandis que l'ivrogne et l'affamé doivent errer dans les champs sans connaître d'abri? Pourquoi celui qui ne travaille pas et n'est pas payé doit-il rester sans nourriture, sans vêtements, ni chaussures? Qui donc a inventé cela? Pourquoi les oiseaux et les bêtes sylvestres ne travaillent-ils pas et ne reçoivent-ils pas de salaire, mais vivent à leur plaisir? Au loin, dans le ciel, étalée sur l'horizon, tremblait une belle lueur rouge. L'infirmier resta longtemps à la contempler, en songeant toujours. Pourquoi est-ce un péché d'avoir volé la veille un samovar et de l'avoir bu au cabaret? Pourquoi? 2 charrettes passèrent devant lui sur la route. Dans l'une, une femme dormait. Dans l'autre était assis un vieil homme, nu-tête. « L'aïeul !» demanda l'infirmier. « Où est-ce que cela brûle ?»« C'est le relais d'Andrei Tcherikov, » répondit le vieux. Yergounov se souvint de ce qui lui était arrivé 1 année et demie auparavant en hiver, dans ce même relais, et ce que disait Méric par fanfaronnade. Et il s'imagina comment brûlait la vieille et Liubka égorgée, et il envia Méric. Et quand il s'en revint du cabaret, regardant les maisons des riches cabaretiers, des marchands de bestiaux et des forgerons, il songeait. Il serait bien de pénétrer la nuit chez le plus riche.